L'hélicoptère m'a laissé au milieu de nulle part. Les pales me martelaient dans les oreilles, soulevant de la terre sèche et des petits cailloux, et quand il a enfin pris de l'altitude et s'est transformé en un point sur fond de ciel plombé, le silence s'est installé. Pas le silence auquel on s'habitue en ville, mais un silence dense et oppressant, dans lequel on n'entend que sa propre respiration et le sifflement du vent. J'ai été accueilli par un homme au visage buriné et au regard vide, qui s'est présenté comme le capitaine Kaylan. Il ne m'a pas serré la main, mais m'a simplement fait signe de la tête en direction de plusieurs bâtiments préfabriqués, d'un vert terne sur fond de plaine grise. C'était une base temporaire dans le nord de l'État du Montana, ma nouvelle maison pour une durée indéterminée. Officiellement, elle servait à la maintenance technique des systèmes de communication pendant les exercices. Officieusement, j'ai compris que quelque chose n'allait pas dès que je l'ai vu. Lui. Pas le hangar, mais lui. Il se démarquait parmi les baraques modulaires et les tentes standards. Immense, vieux, en tôle ondulée, rouillé par endroits jusqu'à prendre une couleur brune. Ses portes n'étaient pas simplement fermées. Elles étaient déverrouillées par une chaîne épaisse et lourde avec un énorme cadenas. Et près de ces portes, 2 personnes montaient la garde 24 heures sur 24. Leurs uniformes ne portaient aucun signe distinctif. Leurs visages étaient cachés par des casques et des lunettes noires. Ils ne parlaient même pas, ne changeaient pas de poste, à la vue de tous. Les uns disparaissaient simplement et d'autres apparaissaient à leur place. Nous étions 11 personnes. Le capitaine Kaylan, 8 soldats de l'armée régulière, moi, le communicateur Corbin, et ces 2 personnes près du hangar. La vie à la base était lente et monotone. Je m'occupais de mes affaires. Je vérifiais l'équipement, je faisais des diagnostics, je surveillais les canaux satellites. Le travail était simple, même trop. La puissance de l'équipement aurait suffi pour communiquer avec toute une armée, et pas seulement avec une poignée de personnes au milieu d'un désert. Les soldats s'occupaient de leurs affaires. Ils patrouillaient le périmètre, nettoyaient leurs armes, mangeaient en silence dans la cantine, en évitant de se regarder dans les yeux. Personne ne parlait jamais du hangar. C'était une règle tacite. J'ai essayé d'aborder le sujet dès le premier jour. J'ai simplement demandé à un gars nommé Merrick ce qu'on y stockait. Il s'est assombri, a regardé autour de lui et m'a répondu à voix basse « Mieux vaut ne pas demander, on n'a pas le droit de savoir. » Merrick était le seul qui semblait vivant ici. Les autres bougeaient comme des automates. On échangeait parfois quelques mots dans la salle fumeur. Il me parlait de sa famille, de son rêve de rentrer chez lui et d'ouvrir un petit atelier. Lui non plus ne comprenait pas ce que nous faisions ici. « Des exercices » ricana-t-il un jour en tirant sur sa cigarette. « Quels exercices ? On reste juste assis à regarder cette boîte rouillée. » Je passais la plupart de mon temps dans mon camion de communication. C'était mon royaume, des serveurs qui ronronnaient, des écrans qui clignotaient, des câbles emmêlés. De là, je contrôlais tous les canaux de communication et le réseau de caméras de surveillance autour du périmètre. Les caméras étaient vieilles. Elles donnaient une image granuleuse en noir et blanc, mais elles fonctionnaient bien. Je voyais tout. Le vent agitait l'herbe sèche. Les patrouilles parcourirent le terrain sur un sentier battu. 2 hommes immobiles près du hangar. Ils ne bougeaient vraiment pas depuis des heures, comme des statues. La 3e nuit, tout a changé. J'étais assis derrière la console, en train de consulter les rapports. La garde était calme, comme d'habitude. À 2 heures du matin, un patrouilleur devait se présenter sur le canal interne. C'était Merrick. 200. Silence. 205. Encore le silence. Je l'ai appelé moi-même. Patrouille 1, répondez au centre. Seul le bruit de la statique m'a répondu. Je suis passé sur son canal personnel. Même chose. C'était une violation du protocole. Une violation grave. J'ai contacté Kaylan sur le canal direct.
Il a répondu instantanément, comme s'il n'était pas endormi. Sa voix était calme, sans aucune trace d'inquiétude. Centre, au rapport. Monsieur, aucune communication avec la patrouille. 1. Dernière communication, il y a 1 heure. Il ne répond pas aux appels. Contact visuel ? Demanda Kaylan. J'ai affiché la grille de toutes les caméras sur l'écran principal. Je vérifie, monsieur. Je passais d'une vue à l'autre, examinant le périmètre secteur par secteur. Vide. Le chemin de patrouille était désert. J'ai fait défiler l'enregistrement jusqu'à 15 minutes plus tôt. Le voilà. Merrick. Il suivait son itinéraire habituel. Mais ensuite, il s'est arrêté. Il s'est tenu debout et a regardé en direction du hangar. L'enregistrement n'avait pas de son, mais je pouvais voir qu'il disait quelque chose dans sa radio. C'était probablement son dernier rapport. Puis il a quitté le chemin. Il s'est dirigé droit vers le hangar. Il ne courait pas, il ne se faufilait pas. Il marchait d'un pas régulier et mesuré, comme si on l'avait appelé là-bas. J'ai agrandi l'image de la caméra numéro 4, qui était dirigée directement vers les portes. La qualité était horrible, mais on pouvait distinguer les détails. Merrick s'est approché des portes. Les 2 gardes restaient immobiles. Ils n'ont même pas tourné la tête dans sa direction. Il s'est arrêté à quelques pas d'eux. Et c'est là que s'est produit quelque chose qui m'a donné des frissons dans le dos. La porte. L'énorme et lourde porte métallique, fermée par une chaîne et un cadenas, a commencé à s'ouvrir. Elle ne s'est pas ouverte en grand. Elle s'est lentement entr'ouverte de l'intérieur, dans un grincement que j'ai cru entendre malgré le silence de l'enregistrement. La chaîne s'est relâchée. Merrick a attendu 1 seconde, puis a franchi le seuil. La porte s'est refermée derrière lui, tout aussi lentement. Ses gardes sont restés immobiles, comme des statues. J'ai avancé l'enregistrement. 10 minutes, 20, 1 heure. Il n'est pas sorti. J'ai rapporté tout ce que j'avais vu à Kaylan. Il va rester silencieux pendant quelques secondes. Je n'entendais que sa respiration régulière dans le combiné. Continuez la surveillance. N'en parlez à personne. C'est un ordre. Il a Joshuli raccroché. Je me suis retrouvé seul face aux écrans clignotants. Toute la nuit, j'ai regardé cette porte, ces 2 gardes. Il ne s'est rien passé. Absolument rien. Comme si Merrick n'avait jamais existé. Le matin, de nouvelles personnes sont arrivées. Ce n'étaient pas des soldats. Ils sont arrivés dans 2 camions noirs, sans plaque d'immatriculation. Ils portaient des combinaisons de travail et avaient apporté du matériel de soudure. Kaylan a donné un ordre bref, et ils se sont mis au travail. Ils n'ont pas ouvert le hangar, ils l'ont soudé. Toute la journée, j'ai entendu le ronronnement du générateur et le sifflement de la soudure. Ils ont soudé non seulement les portes, mais aussi toutes les fissures, tous les joints des tôles métalliques. Ils ont transformé le hangar en un sarcophage hermétique. Aucun des soldats ne posait de questions. Ils faisaient comme si de rien n'était, comme si l'un des leurs n'avait pas disparu pendant la nuit dans ce maudit bâtiment. Le soir venu, le travail était terminé. Le hangar avait désormais l'air monolithique, sans aucune soudure. Les soudeurs sont repartis aussi discrètement qu'ils étaient arrivés. Et les 2 gardes sans insigne restèrent à leur poste, comme s'ils ne gardaient ponte plus une porte, mais une tombe. Je ne pouvais pas laisser les choses ainsi. Dans ma camionnette, j'avais du matériel capable d'intercepter n'importe quel signal dans un rayon de plusieurs kilomètres. Mais ce n'était pas le monde extérieur qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'était ce qu'il y avait à l'intérieur. Je savais que ce genre d'endroit avait toujours un système de surveillance interne, un circuit fermé, autonome, non connecté au réseau général. Le trouver était difficile, mais possible. J'ai travaillé toute la nuit. Suivante, j'ai scanné les ondes, parcouru les fréquences, essayé de pirater les protocoles internes de la base. Au petit matin, je l'ai trouvé. Un signal faible et crypté provenant du hangar lui-même.
Une caméra. Il y avait au moins une caméra à l'intérieur. Il m'a fallu encore plusieurs heures pour déchiffrer le code. Lorsque l'image est enfin apparue à l'écran, j'ai regretté d'avoir commencé tout cela. Les interférences ont laissé place à une image statique. La caméra était installée quelque part sous le plafond, dans un coin, et offrait une vue panoramique sur presque toute la pièce. L'intérieur du hangar était vide. Un sol en béton nu, des murs métalliques nervurés s'élevant vers l'obscurité, là où la seule source de lumière ne pouvait atteindre. La lumière était faible, de secours. Une seule lampe au plafond brillait, projetant des ombres nettes. Au centre de cet espace vide, juste sous la lampe, il se trouvait. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'était un mannequin, ou une sorte de sculpture monstrueuse. Il était assis sur le sol, les jambes repliées sous lui, dans une posture vaguement humaine. Il était de la taille d'un homme très grand, peut-être 2 mètres s'il se redressait. Sa peau était pâle, presque blanche, et parfaitement lisse, sans le moindre poil. Sa tête était grande, ronde, et également chauve. Les traits d'arc de son visage étaient flous, imprécis, comme s'ils avaient été sculptés dans de la cire et légèrement fondus. Mais le plus effrayant n'était pas cela. Le plus effrayant était sa cage thoracique. Elle était ouverte, pas coupée ni déchirée, simplement ouverte. Les côtes, épaisses et blanches comme les os d'un animal mort depuis longtemps, étaient lientées retournées vers l'extérieur, formant un motif symétrique et effrayant, semblable à d'un scarabée aux ailes déployées. À l'intérieur, il y avait un vide béant, un trou sombre, là où auraient dû se trouver les poumons et le cœur d'un être humain. Pas de sang, pas d'organes, rien, juste une cavité noire et profonde. Il était complètement immobile. Pas le moindre mouvement, pas le moindre souffle. Je l'ai regardé pendant 1 minute, 2 minutes, 10 minutes. Rien. J'ai cherché sur le sol la moindre trace de Merrick. Des taches, des vêtements, n'importe quoi. Le sol était propre, absolument propre. Comme si Merrick s'était simplement évaporé dans l'air en franchissant cette porte. L'idée de ce que cette créature lui avait fait m'a fait m'agripper au bord de la table. Mais il n'y avait aucune preuve. Il n'y avait que cette silhouette immobile, la poitrine retournée, au milieu d'un hangar vide. Je devais l'examiner de plus près. La télécommande permettait non seulement de changer de caméra, s'il y en avait plusieurs, mais aussi d'utiliser le zoom numérique. L'image était déjà floue, mais j'avais besoin de voir les détails. J'ai placé le curseur sur la tête de la créature et j'ai commencé à agrandir lentement l'image. Le grain augmentait à chaque clic. L'image se décomposait en carrés gris et noirs. Le visage, il était dépourvu de toute expression. Les orbites étaient donc des ombres profondes. La bouche était à peine visible, juste une fine fente. J'ai zoomé encore, et à ce moment-là, je me suis figé. Les yeux, ils étaient ouverts. 2 cercles sombres, dépourvus de pupilles. Et ils regardaient, pas simplement vers l'avant, pas vers le mur, pas dans le vide. Ils regardaient Lyon directement l'objectif de la caméra, directement vers moi. Il n'y avait aucun doute là-dessus. Le regard était précis, concentré. Il savait que j'étais là. Il savait que je le regardais. C'était impossible. Le signal était unidirectionnel. Je recevais l'image, mais je ne renvoyais rien en retour. Le système était autonome. Il n'y avait aucun moyen pour qu'il puisse le savoir. Mais il le savait. Son regard ne contenait ni malveillance ni menace. Il ne contenait que de la connaissance, de la conscience. Il savait que j'étais de l'autre côté de l'objectif. Les secondes s'étiraient à l'infini. Je ne pouvais plus bouger, je ne pouvais plus détourner les yeux de l'écran. Le monde s'était réduit à ces 2 points noirs qui me fixaient depuis l'obscurité du hangar fermé. Puis il a cligné des yeux. Lentement, comme avec effort, ses paupières se sont abaissées, puis relevées. Une seule fois. Cela a suffi. Je me suis brusquement reculé,
renversant ma chaise, et j'ai appuyé frénétiquement sur le bouton d'arrêt. L'écran s'est éteint, me laissant dans la pénombre du fourgon, éclairé seulement par la faible lumière des voyants des panneaux de contrôle. Je respirais difficilement. Mon cœur battait à tout rompre dans ma gorge. Assis par terre, adossé au rack contenant l'équipement, j'essayais de comprendre ce que je venais de voir. Ce n'était pas un animal. Ce n'était pas quelque chose de primitif. C'était un être intelligent, et il était piégé. Et maintenant, il savait pour moi. Je passais le reste de la nuit sans dormir. J'ai remis de l'ordre dans le fourgon, j'ai fait comme si de rien n'était. Mais chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais ce regard. Je me suis forcé à effacer toute trace de mes actions sur le réseau. J'ai détruit les traces du piratage. Je ne savais pas si j'étais surveillé, mais je ne voulais pas prendre de risques. Le matin, je suis sorti pour prendre mon petit déjeuner. Tout était comme d'habitude. Les soldats mangeaient leur porridge en silence. Kaylan était assis à une table séparée et buvait son café en étudiant des papiers. Mais l'atmosphère avait changé. Ou c'était moi qui avais changé. Maintenant, dans ce silence, je sentais une tension. On aurait dit que tout le monde attendait quelque chose. J'ai remarqué que Kaylan m'avait regardé. Ce fut un regard bref, fugace, mais il s'était attardé sur moi une fraction de seconde de plus que nécessaire. Il savait. J'étais sûr qu'il savait. Pas ce que j'avais là vu, mais il se doutait de quelque chose. Peut-être qu'un système d'alerte s'était déclenché lorsque je m'étais connecté à la caméra. Ou peut-être que cette créature lui avait envoyé un signal. Cet Elias-CDD était encore plus farfelu, mais après ce que j'avais vu, j'étais prêt à croire n'importe quoi. J'ai passé toute la journée à faire mon travail habituel. J'ai calibré l'antenne, vérifié l'intégrité des câbles, fait tout pour avoir l'air occupé et ne pas éveiller les soupçons. J'évitais de regarder vers le hangar, mais je sentais sa présence. Il se tenait là, silencieux et hermétique, et je savais qu'à l'intérieur, dans l'obscurité, il était assis. Et peut-être qu'il me sentait aussi. Je pensais à Merrick. Qu'était-il devenu? L'avait-il absorbé sans laisser de traces? Ou était-il devenu une partie de lui? Cette pensée était répugnante, mais elle ne me quittait pas l'esprit. Le soir, alors que j'étais sur le point de terminer mon service, une alarme retentit dans le système d'alerte générale. Ce n'était pas un signal d'entraînement. Le hurlement strident et perçant de la sirène fit sortir tout le monde des baraquements. Un grondement croissant se faisait déjà entendre dans le ciel. 2 hélicoptères de transport lourd s'apprêtaient à atterrir. Des hommes en tenue de combat complète en descendirent, mais là encore, sans un signe distinctif. Kaylan sortit du module de commandement, une tablette à la main. Il donnait des ordres brefs et précis. Tout le monde en formation près de la piste d'atterrissage. Évacuation immédiate. Emportez uniquement vos armes personnelles et vos documents. Vous avez 5 minutes pour vous préparer. Ce fut le début d'une agitation générale. Les soldats coururent à se rassembler leurs affaires. Personne ne comprenait ce qui se passait, mais ils obéissaient sans discuter. Je courus moi aussi vers ma caserne. Je pris mon sac à dos contenant mes documents et des vêtements de rechange. Mon cœur battait à tout rompre. On nous emmène, tous. Cela avait un rapport avec lui, je n'en doutais pas. Mon intervention avait provoqué quelque chose. Lorsque je suis sorti sur le terrain, les soldats étaient déjà en train de monter dans le premier hélicoptère. J'ai vu Kaylan, il se tenait près de l'escalier du 2e hélicoptère et criait les noms figurant sur la liste. Je me suis mis dans la file d'attente, attendant qu'on appelle mon nom. Les pales des hélicoptères soulevaient donc des nuages de poussière. Des soldats en nouvelle tenue encerclaient Tanguy, le hangar, formant un cercle serré autour de lui. Il ne regardait pas vers l'extérieur, mais vers lui. Kaylan a fini avec le dernier soldat et m'a regardé. Il n'a pas crié mon nom. Il s'est simplement approché. « Corbin, vous restez. » Les mots de Kaylan ont été noyés dans le rugissement des moteurs. Les hélicoptères
en décollant, ont soulevé une telle vague d'air que j'ai dû me baisser. Je vis le dernier soldat monter à bord et la lourde rampe commencer à se relever. Je me retrouvais seul avec le capitaine au milieu de l'aire d'atterrissage déserte. Autour de nous, de nouveaux soldats formaient un large cercle, leurs armes pointées non pas vers moi, mais vers le hangar. « Pourquoi » ai-je crié, essayant de couvrir le bruit. « Que se passe-t-il » Kaylan a attendu que les hélicoptères ne soient plus que des points lointains, et dans le silence qui s'était installé, sa voix a résonné d'un ton anormalement fort et calme. « Votre autorisation est annulée, mais votre service n'est pas encore terminé. Venez. » Il ne me regardait pas, il se retourna et se dirigea vers le module de commandement. Je n'avais d'autre choix que de le suivre. 2 nouveaux soldats nous suivirent en silence, en gardant leur distance. La base vide donnait une impression étrange. 10 minutes plus tôt, elle était encore pleine de vie, de routine, d'ordre. À présent, c'était un lieu fantôme. Les portes des baraques claquaient au vent. Des restes de nourriture jonchaient les tables de la cantine. Tout avait été abandonné dans la précipitation. Nous entrâmes dans le module de commandement. À l'intérieur, un homme était assis à la table de Kaylan. Il portait un costume gris, sobre, qui semblait déplacé dans cet environnement militaire. Il avait des traits fins, des cheveux clairs clairsemés et des yeux absolument incolores. Il ne s'est pas levé lorsque nous sommes entrés. Il a seulement levé lentement les yeux vers moi. Kaylan était resté près de la porte, les bras croisés sur la poitrine. « Corbin » a dit l'homme en costume. Sa voix était calme et posée, dénuée de toute émotion. « Asseyez-vous. » Je pris place sur la chaise en face de lui. La table s'était vide, à l'exception d'un mince dossier posé devant l'homme. Au cours des dernières 24 heures, des anomalies ont été détectées dans votre zone de responsabilité, à savoir le réseau de surveillance interne. Avez-vous des commentaires à faire à ce sujet ? Il ne m'accusait pas. Il constatait simplement un fait. Je suis resté silencieux, essayant de comprendre quoi lui répondre. Mentir n'avait aucun sens. Il ne m'aurait pas laissé ici s'il n'était pas sur 2. « Oui », ai-je dit. Ma propre voix m'a semblé étrangère. J'ai accédé au canal fermé. L'homme en costume a lentement hoché la tête, comme si j'avais confirmé une évidence. Quel était le but de vos actions ? Je voulais savoir ce qui était arrivé à Merrick. Et qu'avez-vous découvert ? Ses yeux incolores ne me quittaient pas. Et je lui ai tout raconté. Je lui ai tout raconté. Comment j'avais piraté le système, le hangar vide, la silhouette immobile, au centre. Je l'ai décrite en essayant d'être aussi précis que possible. Peau pâle, taille imposante, cage thoracique ouverte. Lorsque j'en suis arrivé au moment où elle a regardé la caméra, l'homme en costume a légèrement incliné la tête, montrant un premier signe d'intérêt. Elle était consciente de votre présence ? Oui, ai-je répondu fermement. Il savait que je le regardais. Il a cligné des yeux. L'homme en costume s'est adossé à sa chaise. Il essaie d'y rester silencieux pendant environ 1 minute, m'observant. Kaylan, près de la porte, ne bougeait pas. « Vos actions, dit-il enfin, bien qu'elles aient constitué une violation flagrante de tous les protocoles possibles, nous ont fourni des informations précieuses. Pour la première fois depuis longtemps, l'objet a montré des signes de conscience dirigés. Il a réagi à l'observateur. Il ouvrit le dossier. À l'intérieur se trouvait une épaisse pile de papier et un petit récipient en plastique contenant une pilule blanche. Votre service sur cet objet est officiellement terminé. Voici l'accord de confidentialité et de résiliation de contrat. Vous allez le signer. Toutes les traces de votre présence ici seront effacées. Pour toutes les instances, vous avez été transféré vers une autre base et réformé pour raison de santé il y a 1 semaine. Il m'a tendu les papiers. J'ai parcouru la première page. Il s'agissait d'un document juridique de plusieurs dizaines de pages.
imprimés en petits caractères. Je ne comprenais rien à ces termes, mais l'essentiel était clair. Je renonçais à tout. J'acceptais de garder le silence. J'acceptais d'oublier. Et ça, j'ai désigné le flacon de comprimé d'un signe de tête. C'est un médicament, a répondu l'homme d'une voix calme. Un traitement préventif contre le syndrome de stress post-traumatique chez le personnel qui a été en contact avec l'objet. Il neutralise certaines de connexions neuronales responsables de la formation des souvenirs traumatisants. Vous allez le prendre. Ensuite, on vous conduira à la ville la plus proche et vous serez libre. Libre. Ce mot sonnait comme une moquerie. Je regardais Kaylan, puis les deux soldats, dont les ombres se dessinaient dans l'embrasure de la porte. Je n'avais pas le choix. J'ai pris le stylo. Il était lourd et froid. En signant page après page, j'avais l'impression de signer la fin de ma propre vie. Pas la fin physique, mais autre chose. Je leur donnais mes souvenirs, ma vérité. Une fois les documents remplis, l'homme en costume m'a tendu une pilule et un verre d'eau. La procédure doit être terminée. J'ai regardé la petite pilule blanche. Salut ou malédiction? Une chance d'oublier ce regard dans l'obscurité. Une chance de revenir à une vie normale. Mais à quel prix? Au prix de la vérité? Mais à qui aurais-je pu raconter cette vérité? Qui m'aurait cru? On m'aurait simplement enfermé dans un hôpital psychiatrique jusqu'à la fin de mes jours. J'ai pris la pilule et l'ai avalée avec de l'eau. Elle n'avait aucun goût. Aucun effet immédiat ne s'est produit. L'homme en costume a hoché la tête d'un air satisfait. Il a fermé le dossier et s'est levé. On vous accompagne. Il est sorti du module sans dire un mot. Kaylan s'est approché de moi. Allons-y. Nous sommes sortis. Près du module se trouvait un SUV noir sans plaque d'immatriculation. Le soleil se couchait déjà, teintant le ciel d'une couleur orange sale. Le chauffeur en civil m'ouvrit la porte arrière. Avant de monter dans la voiture, je jetai un dernier regard vers le hangar. Il se dressait là, silhouette sombre et silencieuse sur fond de coucher de soleil. Les soldats étaient toujours debout autour de lui, formant un cercle serré. Quelque chose avait changé. Était-ce mon imagination, ou le revêtement métallique vibrait-il légèrement à un endroit, comme si quelque chose d'énorme à l'intérieur avait poussé la paroi? Ou bien le médicament commençait-il déjà à agir, altérant ma perception? « Bonne chance, Corbin », dit Kaylan. Il n'y avait pas la moindre trace de compassion dans sa voix. C'était simplement un constat. Je me suis assis dans la voiture. La porte s'est refermée, me coupant définitivement de la base. La voiture a démarré, soulevant un nuage de poussière. Je ne me suis pas retourné. Je roulais vers ma nouvelle vie civile, sentant quelque chose d'important s'effacer lentement et inexorablement dans mon esprit. Quelque chose qui me regardait depuis l'obscurité. La voiture a roulé pendant plusieurs heures sur des routes désertes. Le chauffeur n'a pas dit un mot pendant tout ce temps. J'ai essayé plusieurs fois de parler, de poser une question, mais soit il ne m'entendait pas, soit il m'ignorait. Peu à peu, j'ai senti le monde derrière la vitre commencer à s'estomper. Ce n'était pas de la fatigue habituelle, mais mes pensées devenaient lentes, visqueuses. Les images des derniers jours, le hangar, Kaylan, l'homme en costume, perdaient leur netteté, comme une vieille photo trempée dans l'eau. On m'a déposé à la gare routière d'une petite ville endormie dont j'ai immédiatement oublié le nom. Le chauffeur m'a tendu une enveloppe. À l'intérieur, il y avait plusieurs milliers de dollars en espèces, un billet de bus pour une ville dont je n'avais jamais entendu parler, et de nouveaux papiers à un nom qui n'était pas le mien. J'ai regardé la photo sur le permis de conduire. L'homme qui y figurait me ressemblait, mais ses yeux étaient vides. Le chauffeur était parti sans dire au revoir. Je suis resté seul sous la lumière clignotante du néon gare routière. Je suis monté dans le bus et je suis parti. C'est ainsi qu'a commencé ma nouvelle vie. La pilule a fait effet, mais pas comme je m'y attendais.
Elle n'a pas effacé complètement ma mémoire. Elle l'a détruite. Dans la journée, je ne me souvenais presque plus de cette base. Mais les souvenirs étaient fragmentaires, incohérents. Je me souvenais du froid, du vent, du sentiment d'isolement. Mais je ne pouvais pas me souvenir des visages, ni de la chronologie exacte des événements. Le hangar était devenu une tache sombre dans ma mémoire. Je savais qu'il s'était passé quelque chose d'important, quelque chose d'effrayant, mais je ne parvenais pas à saisir d'images concrètes. C'était comme essayer de se souvenir d'un cauchemar quelques heures après le réveil. Il ne reste qu'un sentiment d'angoisse. Les détails s'estompent. J'ai trouvé un emploi dans un entrepôt dans une petite ville industrielle. J'ai loué un appartement bon marché à la périphérie. Ma vie s'écoulait de manière simple et prévisible. Travail, maison, magasin, sommeil. J'essayais d'être normal. J'essayais d'engager la conversation avec mes collègues, de sourire à la vendeuse du magasin. Mais je me sentais séparé d'eux par un mur invisible. Ils vivaient dans le monde réel, tandis que je vivais dans un brouillard de documents étrangers et de souvenirs corrompus. J'étais un fantôme qui errait parmi les vivants. Mais chaque nuit, le brouillard se dissipait. Chaque nuit, dès que je m'endormais, j'y retournais. Le rêve était toujours le même, avec une précision effrayante dans les détails. Dans ce rêve, je n'étais pas moi-même. J'étais une caméra de surveillance suspendue au plafond, dans un coin du hangar. Je ne pouvais ni bouger ni parler. Je ne pouvais que regarder. En bas, dans un cercle de lumière tamisée, il était assis. Et dans mon rêve, je le voyais parfaitement clairement. Je voyais la structure de ses côtes retournées, la douceur de sa peau blanche, le vide à l'intérieur de sa poitrine. Il était immobile. Et puis, dans mon rêve, j'ai vu quelque chose qui n'apparaissait pas sur l'enregistrement. La lourde porte du hangar s'ouvrait en grinçant, et Merrick entrait. Il n'avait pas l'air effrayé. Il s'approchait de la créature avec une expression étrange, presque révérencieuse, sur le visage. Il s'approchait d'elle, tendait la main et touchait le bord du trou sombre dans sa poitrine. Et au moment où ses doigts touchèrent la créature, le corps de Merrick commença à se désintégrer. Il ne brûlait pas et ne fondait pas. Il se transformait en une myriade de particules de poussière sombre qui étaient aspirées dans ce vide noir. Cela se produisit sans bruit et rapidement. En quelques secondes, il ne restait plus rien de Merrick. Puis, il relevait la tête, et ses yeux noirs et insondables me regardaient droit dans les yeux. Il ne reflétait aucune menace. Il reflétait une mélancolie infinie et inhumaine. Et une question. Il me demandait quelque chose, mais je ne comprenais pas quoi. Je me réveillais en sueur, le cœur battant à tout rompre. Les images de mon rêve restaient gravées dans ma mémoire avec une précision photographique. Je me souvenais de tout. Je me souvenais du regard de la créature. Je me souvenais comment Merrick s'était désintégré. Et je comprenais que ce n'était pas simplement un cauchemar. C'était la réalité. La pilule n'avait pas effacé ma mémoire. Elle l'avait enfermée dans mon subconscient, la transformant en un cauchemar nocturne dont je ne pouvais m'échapper. Les jours se transformaient en une attente morne de la nuit. Et les nuits devenaient un supplice. Je ne faisais plus la différence entre la réalité et le rêve. L'image de la créature me hantait même pendant la journée. Parfois, en regardant mon reflet dans la vitrine d'un magasin, je ne voyais pas mon visage, mais le sien. Lisse, sans cheveux, avec des yeux vides. J'ai commencé à comprendre. Il ne voulait pas que j'oublie. Il voulait que je devienne fou, pour que mon histoire, si jamais je décidais de la raconter, ressemble aux divagations d'un aliéné. Mais une question me taraudait. Elle était le seul phare dans ce brouillard de folie. Pourquoi? Pourquoi avait-il créé cette créature? Ce n'était pas une arme au sens habituel du terme. Elle était passive. Elle était une prison, ou une sorte de réceptacle. Elle avait absorbé Merrick, mais ne l'avait pas détruit. Je le sentais dans mes rêves. Elle le gardait en son sein. J'ai cessé d'essayer de mener une vie normale. J'ai quitté mon travail.
J'ai dépensé tout l'argent que j'avais en café bon marché et en temps passé dans des cybercafés ouverts 24 heures sur 24. Mais mes compétences en communication n'avaient pas disparu. J'ai commencé à chercher. J'ai cherché tout, des mentions de bases de militaires secrètes dans le Montana, des rapports sur des soldats portés disparus, tout indice de projet secret. J'ai passé au crible des tonnes d'informations inutiles, théories du complot, récits d'ufologues, légendes urbaines. La plupart du temps, je ne trouvais rien, mais j'étais persévérant. J'ai piraté d'anciennes archives militaires, classées, fouillé dans les données mises en cache de sites web fermés depuis longtemps. Et un jour, j'ai trouvé. Ce n'était pas une preuve directe. Il s'agissait simplement d'un rapport succinct et fortement édité sur la mise au rebut d'équipements provenant d'un site portant le nom de code Berceau. Le rapport était daté d'1 an avant mon arrivée à la base. Dans la liste du matériel mis au rebut, parmi les générateurs et les capteurs, une ligne a attiré mon attention. Conteneur d'isolement biologique, modèle 7. Raison de la mise au rebut. Violation de l'intégrité de l'objet contenu. À côté, il y avait une note manuscrite transférée dans l'unité stationnaire. Protocole Echo activé. Berceau Echo. Ces mots ne me disaient rien, mais j'ai senti qu'il s'agissait d'une piste. C'était le premier mot concret lié à cet endroit depuis tout ce temps. J'ai commencé à faire des recherches à partir de ces mots-clés. Et après plusieurs nuits blanches, j'ai trouvé autre chose. Un court message sur un forum privé destiné aux anciens militaires. Il avait été laissé par un utilisateur anonyme quelques mois avant moi. Le message ne comportait qu'une seule phrase. Quelqu'un a-t-il entendu parler du projet Echo ? Je rêve de personnes vides. Ce message sur le forum était le dernier fil auquel je pouvais me raccrocher. J'ai créé une boîte mail temporaire, utilisé plusieurs serveurs anonymes pour masquer ma localisation et laisser une réponse dans le même fil de discussion. Mon message était court. J'ai vu le berceau. L'écho m'empêche de dormir. Après cela, j'ai effacé toutes les traces et j'ai attendu. J'ai attendu 3 jours. Pendant 3 jours, je n'ai presque pas dormi, rafraîchissant constamment la page de ma boîte mail vide, sursautant à chaque bruit derrière la porte. J'étais sûr qu'ils viendraient me chercher, que ma recherche maladroite avait attiré leur attention. Le 4e jour, j'ai reçu une réponse. Elle n'était pas sur le forum. Elle était arrivée dans ma boîte mail. Un seul mot dans l'objet du message, continue. Le message lui-même était vide, mais un fichier crypté y était joint. Il m'a fallu plusieurs heures pour le déchiffrer. À l'intérieur se trouvait un document texte. « Tu es un communicateur », disait-il. À en juger par ta façon d'écrire, tu as tout vu de tes propres yeux. J'étais technicien biologiste sur un autre site. J'ai vu comment on le nourrissait. Mes cauchemars ont commencé il y a 6 mois. Ils ne veulent pas que nous oublions. Ils veulent que nous écoutions. Je lui ai répondu en décrivant tout dans les moindres détails. La base mérique, le regard de la créature à travers la caméra, la pilule, les rêves. Je lui ai raconté ma vie qui s'était transformée en une attente brumeuse de l'horreur nocturne. La réponse suivante est arrivée plus rapidement. Mon interlocuteur, qui signait Cassian, m'a raconté son histoire. Il travaillait dans un laboratoire souterrain où une créature similaire était détenue dans un immense réservoir rempli d'un gel nutritif. Une fois par mois, on y amenait un homme, généralement un vagabond ou un prisonnier qui avait été supprimé de toutes les bases de données. L'homme entrait dans la chambre de confinement et la créature tirait de sa poitrine ouverte de fins fils blancs qui s'enroulaient autour de la victime. Au bout de quelques minutes, il ne restait plus rien de l'homme. Je pensais qu'il les dévorait, écrivait Cassian. Mais un jour, il y a eu une panne. Le système de survie de l'un des longs donneurs s'est arrêté 1 seconde avant l'absorption complète. Et je l'ai entendu, dans ma tête. Il ne criait pas de douleur. Il disait qu'il voyait une bibliothèque infinie,
qu'il était devenu un livre. C'était de la folie, mais je le croyais, parce que sa folie ressemblait à la mienne. Le projet Echo, expliquait-il dans sa lettre suivante, n'est pas une arme, c'est une archive. Chaque créature de ce type, chaque make-berceau, est un support biologique d'information. Elle ne tue pas, elle copie. Elle enregistre la conscience humaine avec tous ses souvenirs, toutes ses émotions, toute sa personnalité. Merrick n'est pas mort. Il a été copié sur un disque dur de chair et d'os. Tout s'est mis en place. La créature dans le hangar était un support vide. 9. Lorsque Merrick y est entré, le premier enregistrement a eu lieu. Et quelque chose s'est mal passé. Mon observation, mon regard à travers la caméra, a influencé le processus d'une manière ou d'une autre. Elle a réagi à ta présence, écrivait Cassian. La nouvelle conscience de Merrick, qui venait d'être enregistrée à l'intérieur de cette créature, a réagi à la présence d'un observateur extérieur. Cela n'aurait pas dû se produire. Ils ont paniqué et ont interrompu l'expérience sur ton sujet. Ils ont verrouillé le hangar et évacué tout le monde. La pilule qu'on nous a donnée faisait également partie du protocole. Ce n'est pas un neutralisant de mémoire. Au contraire, c'est un amplificateur de réceptivité. Il détruit les barrières dans le cerveau qui nous protègent dans des influences mentales extérieures. Toi et moi, Corbin, nous sommes devenus des récepteurs. Nous ne rêvons pas de nos propres souvenirs. Nous rêvons de l'état berceau. Nous entendons l'écho de ceux qui sont enfermés à l'intérieur. C'est pourquoi je fais des rêves sur des gens que je n'ai jamais connus. Et toi, tu fais des rêves sur Merrick. La créature transmet son statut, et nous sommes les seuls à être réglés sur sa fréquence. Mon monde, qui tenait déjà à peine, s'est effondré définitivement. Je n'étais pas seulement un témoin, je faisais partie de l'expérience, un rat de laboratoire à qui on avait laissé une radio allumée dans la tête pour écouter les cris provenant de la cage voisine. La question « pourquoi ?» restait encore sans réponse. Pourquoi avait-il besoin d'une bibliothèque de conscience humaine? Cassien ne connaissait pas la réponse. Il supposait qu'il s'agissait d'une forme d'immortalité numérique pour les élus, ou de la création du soldat idéal, dans l'esprit duquel on pourrait télécharger l'expérience de centaines de vétérans. Mais ce n'était que des suppositions. « Je ne peux plus vivre ainsi !» écrivait-il. « Ces voix dans ma tête me rendent fou. Je ne veux pas les dénoncer. Je veux les faire taire. » Il avait un plan. Au cours de l'année écoulée, il avait utilisé ses connaissances du système pour traquer leur réseau de communication. Toutes les branches berceaux étaient reliées entre eux par un réseau unique qui convergeait vers un nœud central. Il était impossible de les détruire physiquement, mais on pouvait les attaquer via ce réseau. « J'ai écrit un virus », expliquait Cassian. « Un programme qui provoquera une défaillance en cascade dans leur structure biologique. Il ne les tuera pas physiquement, mais il les reformatera, en effaçant toutes les consciences enregistrées. Il interrompra la transmission. Nous cesserons d'entendre l'écho. Mais pour télécharger le virus, il fallait avoir un accès physique à l'un des nœuds du réseau. Il ne s'agissait pas de base de militaires. Le réseau était dissimulé dans des installations civiles. Cassian a trouvé le nœud le plus vulnérable, une tour de téléphonie mobile située dans une région isolée et peu peuplée à la frontière canadienne. « Je ne peux pas le faire seul », écrivait-il. « J'ai besoin de quelqu'un qui s'y connaît en système de communication, quelqu'un qui puisse contourner leur protection et me donner accès au terminal. J'ai besoin de toi, Corbin. C'est notre seule chance d'arrêter tout ça. » Je suis resté assis à regarder l'écran. J'avais le choix. Continuer à sombrer lentement dans la folie dans mon appartement minable ou faire confiance à un inconnu sur Internet et me lancer dans une mission suicide. Le choix était évident. Je n'avais plus rien, à part mes cauchemars. « Je suis partant », ai-je écrit. « Où et quand ?» Nous nous sommes retrouvés une semaine plus tard sur le parking d'un motel abandonné,
à des centaines de kilomètres de ma ville. Il est arrivé dans un vieux pick-up chargé de bric-à-brac. Cassian était un homme maigre et épuisé d'une quarantaine d'années, avec un œil qui clignait et des mains couvertes de cicatrices de brûlures, sans doute dues à son travail en laboratoire. Il me ressemblait. Un fantôme tout aussi épuisé et fatigué. Nous ne nous sommes pas serré la main, nous nous sommes simplement regardés dans les yeux. Dans son regard, j'ai vu la même chose que ce que je ressentais moi-même. Un espoir désespéré, ultime, de réapprendre à dormir dans le silence. « Tout est prêt ?» ai-je demandé. Il a hoché la tête et a ouvert la bâche qui recouvrait la benne du pick-up. Sous la bâche se trouvait le matériel. Un ordinateur portable dans un boîtier protecteur, des bobines de câbles, une antenne d'aspect étrange et plusieurs sacs à dos militaires. La tour se trouve à 20 kilomètres d'ici, dans la forêt, dit-il. Nous avons une nuit. Si nous n'avons pas terminé avant l'aube, ils nous trouveront. Nous roulions sur une vieille route forestière, le pick-up rebondissant sur les racines et les bosses. Aucun de nous ne disait mot. L'air dans la cabine était lourd de tension. Devant nous, à travers les épicéas épais, des lumières apparurent. Des feux de rouge au sommet d'une tour. Elle se dressait dans une clairière, une structure métallique hideuse qui s'élevait dans le ciel nocturne. Elle avait l'air tout à fait normale. Si l'on ne savait pas ce qu'on cherchait, on aurait pu la prendre pour un simple relais. Tout autour, une clôture grillagée avec du fil barbelé. Sur le portail, une serrure électronique. « C'est ton tour », dit Cassian à voix basse en coupant le moteur à l'ombre des arbres. Nous sommes sortis. Le silence nocturne de la forêt était assourdissant. J'ai sorti mon outil de mon sac à dos. Pour moi, c'était comme un retour dans le passé. Je travaillais rapidement et en silence. La serrure du portail était un modèle standard, conçu pour protéger contre les passants occasionnels, pas contre les spécialistes. 5 minutes plus tard, le portail était ouvert. Nous entrâmes dans l'enceinte. Au pied de la tour se trouvait une petite cabane en béton sans fenêtre. La porte était en acier, avec le même panneau électronique. Celle-ci était plus compliquée. J'ai connecté ma tablette au panneau et lancé le programme. Des chiffres ont défilé sur l'écran. Pendant que je travaillais, j'ai commencé à le sentir. Au début, c'était un léger bourdonnement dans ma nuque, semblable au bruit d'un transformateur. Puis le bourdonnement s'est devenu plus fort. J'ai regardé Cassian. Il était appuyé contre le mur, le visage pâle. « Tu l'entends aussi ?» m'a-t-il demandé dans un murmure. J'ai hoché la tête. C'était un écho. Nous étions si proches du nœud qu'il pénétrait même notre conscience éveillée. Des fragments de pensées étrangères, des images qui n'étaient pas les miennes, ont commencé à affluer dans mon esprit. Une plage ensoleillée, le rire d'un enfant, l'odeur de la poudre, la douleur dans une main blessée. Des dizaines, des centaines de voix murmuraient en même temps. La porte s'ouvrit dans un clic. L'intérieur de la cabane était rempli d'équipements. Des rangées de serveurs bourdonnaient, leurs voyants clignotant dans l'obscurité. Mais parmi les racks standards, il y en avait un qui ne ressemblait pas aux autres. Il était fait de métal noir mat, sans aucun signe distinctif. C'est de lui que provenait ce bourdonnement. « Le voilà », dit Cassian en montrant le rack. « Connecte-toi à ce port. » Il désigna la seule prise recouverte d'un bouchon en caoutchouc. Je branchai le câble de son ordinateur portable. Cassian s'assit par terre, posa son ordinateur sur ses genoux et commença à taper. Je montai la garde près de la porte, à l'écoute de la nuit. Les voix dans ma tête devenaient plus fortes. Je pouvais désormais distinguer certaines phrases. « Je ne veux pas mourir. Souviens-toi de moi, Kert, j'ai froid. » C'étaient eux, les gens de la bibliothèque, des consciences enfermées dans le réseau. J'ai vu le visage de Merrick devant mes yeux. Il souriait, comme ce jour-là, dans la salle fumeur. « Je l'ai trouvé », a murmuré Cassian. « Je lance le téléchargement. »
Une barre de progression apparut à l'écran. Elle avançait péniblement lentement. 1%, 2%. Le bourdonnement dans ma tête se transforma en cri. L'équipement dans la cabane commença à devenir fou. Les voyants clignotaient, frénétiquement. Les ventilateurs rugissaient. On aurait dit que la pièce elle-même nous résistait. Cassian s'agrippa à son ordinateur portable, le visage déformé par la douleur. Je ressentais la même chose. C'était l'agonie de centaines de personnes qui sentaient leur monde s'écrouler. 10%, 12%. Au loin, on entendit le bruit d'un moteur, une voiture. Elle roulait vite. « Ils sont là !» dis-je. Cassian ne répondit pas. Il serra seulement les dents plus fort. Les phares percèrent l'obscurité de la forêt. La voiture s'arrêta devant le portail. Un SUV noir. Les portes s'ouvrirent. 3 personnes en sortirent. 2 vêtus de noir et lui, l'homme en costume gris. Il s'approcha lentement de la maison et s'arrêta dans l'embrasure de la porte. Ses yeux incolores se posèrent d'abord sur Cassian, puis sur moi. Ils ne reflétaient ni surprise ni colère, seulement une froide déception. « Vous commettez une erreur monstrueuse », dit-il de sa voix calme et posée. « Vous détruisez des archives inestimables, la seule copie de l'humanité qui pourrait survivre à ce qui va arriver. » La barre de chargement atteignit 50%. Le cri dans ma tête devint insupportable. Je tombai à genoux, me couvrant les oreilles avec les mains, mais cela ne servait à rien. Le son était à l'intérieur. « Ce n'était pas une vie », croassa Cassian sans quitter l'écran des yeux. « C'est l'enfer. »« La vie, c'est survivre à tout prix », répondit l'homme en costume. « Vous deux, vous n'êtes qu'un effet secondaire. Des pertes inévitables. Mais ce que vous faites en ce moment, vous les tuez tous, encore une fois. 80%. Je vis le hangar, j'étais à nouveau la caméra. Une créature était assise en bas, et elle me regardait. Mais cette fois, son regard n'était plus empreint de mélancolie. Il était empreint d'horreur. Elle comprenait ce qui se passait, et elle ne le voulait pas. 95%. L'homme en costume fit un pas en avant. L'un de ces hommes leva la main armée d'un pistolet, mais il l'arrêta. « C'est inutile, le processus est irréversible. » 100%. Le mot « terminé » s'afficha en vert sur l'écran de l'ordinateur portable. Au même instant, le cri dans ma tête s'interrompit. Tout disparut. Un silence absolu, total, assourdissant s'installa. Un silence que je n'avais pas entendu depuis plus d'1 an. Je levai la tête. Cassian était assis, adossé au mur, et pleurait. En silence, sans un bruit. Je regardais l'homme en costume. Il restait immobile. Son expression n'avait pas changé. Il nous regardait simplement, comme un scientifique regarde 2 rats de laboratoire qui viennent d'avaler du poison. Puis il s'est retourné et s'est dirigé vers sa voiture. Ces hommes l'ont suivi. Ils n'ont pas essayé de nous retenir. Ils n'avaient manqué plus besoin de nous. Une partie ratée de l'expérience qui s'était neutralisée toute seule. Le 4x4 est parti. Nous sommes restés seuls dans la petite maison bourdonnante au milieu de la forêt nocturne. Nous sommes sortis. À l'est, une bande de ciel s'éclaircissait déjà. L'aube commençait. Nous avons rejoint la camionnette et nous sommes montés à bord. « Et maintenant ?» ai-je demandé. « Maintenant ?» a dit Cassian en s'essuyant le visage. « Maintenant, nous allons dormir. » Il a démarré le moteur et nous avons quitté cet endroit pour aller à la rencontre d'un nouveau jour. J'ai penché la tête en arrière sur le siège, ressentant pour la première fois depuis longtemps, non pas de la peur ou de l'inquiétude, mais seulement une fatigue infinie. J'ai fermé les yeux. Mon esprit était calme, il n'y avait rien d'autre que l'obscurité.